Nous sommes quelque peu outrés. J'ai envie de dire, nous sommes outrés, depuis un moment d'ailleurs, et donc scandalisés, si vous voulez, par les propos que nous considérons graves, outranciers, arrogants, mais surtout aussi autoritaristes. Les propos autoritaristes qu'on voit de plus en plus sortir de la bouche de notre cher général Brice Oligui Nguema. Ça nous choque un peu. Et ce soir, c'est vraiment ce coup de gueule-là parce que nous n'arrivons pas à comprendre la logique réelle du coup d'État au vu de ce que nous constatons en ce moment. En matière de gouvernance, hein, je dis bien gouvernance, surtout quand on parlera de gouvernance institutionnelle. Nous nous posons donc en fait des questions fondamentales à ce niveau-là. Fondamentales. Pour nous, il y a des choses qui ne doivent jamais sortir de la bouche d'un chef d'État. Surtout nouveau, hein, attention. Il y a des choses qui ne devraient jamais sortir de la bouche d'un chef d'État, surtout un qui a fait un coup d'État, qui est tout nouveau, qui a fait un coup d'État contre l'ordre ancien. Et ça, c'est très important. Un coup d'État contre l'ordre ancien, en présentant l'ordre ancien comme antidémocratique, autoritariste, frauduleux. En fait, tous ces éléments que nous, au BDP, nous avions regroupés sous le terme de bongoïsme, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le coup d'État était supposé défaire le bongoïsme. Et le bongoïsme vient avec tout un lot d'esprit de malversation, d'esprit de criminalité, d'esprit d'impunité. Toutes ces choses que les Gabonais ne voulaient plus voir et qui ont justifié ce coup d'État-là. Il devient alors contradictoire de voir celui qui a fait un coup d'État pour défaire le bongoïsme opérer exactement de la même manière, sinon pire, parce que là encore, nous partons d'un régime civil à un régime, pour le moment, militaire, même si transitionnel. Mais régime militaire quand même. Pendant la durée de la transition, on aura ce régime militaire. Mais je reste choqué, chers compatriotes, je reste choqué quand j'entends certaines des choses qu'on a entendues récemment. Et monsieur, on va certainement aura un commentaire à faire là-dessus. L'une des choses que j'ai entendues, moi, est que dans ce Gabon, il n'y avait plus qu'un seul parti politique. Et ça a été proclamé comme ça lors d'un meeting. Que seul le CETRI était autorisé. D'abord, j'ai envie de poser la question, où est le récépissé du CETRI qui en a fait un parti politique? Mais il y a des choses qu'un chef d'État ne doit pas dire, surtout un qui a fait un coup d'État pour, soi-disant, la restauration des institutions. Moi, ça me choque. C'est inadmissible d'aller devant la foule comme ça pour dire, écoutez, il n'y a plus qu'un seul parti politique. Ou du moins, il n'y a plus de parti. Il n'y a plus de politique, comme a dit le maire. Nous, on ne fait pas de la politique. On fait des actes. Ceux qui vont créer un parti politique parce qu'ils espèrent avoir la subvention, et il n'y aura pas de subvention. Je n'ai rien à donner au parti politique. Mais j'ai quelque chose à donner aux jeunes. J'ai quelque chose à vous construire les écoles, à vous bâtir un avenir meilleur, à faire des routes. Je n'ai rien à mettre dans la politique. Donc ceux qui veulent créer les partis, ils arrêtent. Le seul parti, c'est l'unité nationale, et c'est les militaires, c'est le CTRI. Il n'y a plus de parti, donc, mais c'est scandaleux, pourquoi? Parce que tout le but de la transition,
c'est de préparer le Gabon à l'élection dans 2 ans. Mais vous n'allez pas me dire que pendant toute la durée de la transition, les partis politiques ne peuvent pas opérer, qu'on ne peut pas en légaliser. Alors que le but même de toute cette transition-là, c'est de préparer le pays à des élections. Il y a des groupes comme nous qui voulons transformer le BDP en ce mouvement qu'on va appeler Congrès citoyen, qui attendons d'être en droit d'aller au Gabon, faire légaliser notre parti, pour être capable de justement aller à cette élection. Mais vous imaginez ce que ça veut dire pour notre pays, quand vous dites que pendant la transition, il n'y a pas de parti, vous n'avez donc pas le droit d'opérer. Ça veut donc dire quoi? Lui, le général Oligui, nous supposons que lui, il se prépare déjà pour l'élection, puisque beaucoup de gens disent qu'il est en campagne. Mais cela suppose que lui, il a le droit d'être en campagne, pendant que les autres n'ont pas ce droit-là. Mais on aboutit exactement aux méthodes des Ali Bongo. C'est-à-dire, eux, ils se préparent, ils savent comment ils vont faire, mais ils disent aux autres, ne commencez pas encore la campagne, parce qu'il y a un temps pour la campagne qui est généralement d'à peu près 2 semaines. Avant ça, vous n'avez pas le droit. Mais eux, ils circulent dans le pays. Mais c'est comme ça que commence la fraude, mes chers compatriotes, parce que lui, s'il sera candidat, il va prendre une longueur d'avance sur tout le monde, et les autres ne peuvent pas opérer, par peur, parce que le général a dit, il n'y a que le Cétric qui doit opérer. Mais nous créons automatiquement une situation de parti unique où on nous dit non, l'élection qui arrive sera juste une élection pour une personne. Une campagne commence 2 ans avant l'élection. Dans la plupart des pays, regardez aux États-Unis, le mandat est de 4 ans, mais après les 2 premières années, les gens sont déjà en campagne. On prépare les primaires et ainsi de suite. Mais nous dire qu'au Gabon aujourd'hui, au moment où nous parlons, on n'aura plus qu'1 an et demi, et on va nous dire que non, vous ne pouvez pas opérer politiquement. Nous refusons cela. C'est scandaleux. Si le but est la démocratisation, si le dialogue national est la démocratisation, monsieur, on va. J'ai envie de dire que quelque part, c'est maintenant qu'on doit libéraliser entièrement le contexte politique pour permettre à ceux qui veulent s'engager dans cette voie de se prononcer et donc d'aller se préparer pour l'élection. Si on leur dit attendez, donc ils vont avoir quoi? 1 mois, 2 mois pour faire la campagne avant l'élection? Pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas le droit de circuler, d'opérer, de s'organiser, parce qu'il n'y aurait que le CETRI qui aurait ce droit-là. Mais c'est scandaleux. Ça veut donc dire que la transition ne vaut rien. Elle est de nul effet. On nous dit allez parlementer, mais vous n'avez pas le droit d'être candidat. Mais il y a des mouvements comme nous. Nous voulons avoir un candidat au présidentiel. Nous voulons avoir un candidat aux législatives. Nous voulons avoir un candidat au local. Mais à quel moment aura-t-on le droit de s'implanter si aujourd'hui on nous dit qu'il n'y a que le CETRI? Monsieur, on va rapidement, si vous voulez une réaction là-dessus. Oui, docteur, il faut... il y a un proverbe qui dit souvent « laisser la bête pourrir », vous voyez? Parce qu'au vu de cela, nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup de Gabonais qui ont ce constat aujourd'hui, qui avaient une impression de libérer le pays au départ avec toutes les promesses que notre président de la transition a faites au peuple gabonais. Assurer la transition, restaurer les institutions et permettre aux civils de reprendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, il fait le contraire. Il s'accapare le terrain. Il dilapide l'argent du gouvernement pour faire sa campagne et tout le monde le voit. Et à la fin, dire aux autres, vous n'avez pas le droit de vous présenter. Il n'y aura plus de partis politiques. Alors, la transition, comme vous avez posé comme question, c'est quoi alors l'importance de la transition? C'est quoi alors l'Assemblée constituante? Dans quel cadre on va définir tout ça pour la nouvelle constitution? Il va à l'encontre de ce qu'il a promis au peuple gabonais. Et moi, je préfère qu'il aille contre sa volonté de départ. Et comme ça, le peuple saura si c'est vraiment l'homme qu'il faut ou pas. Si c'est vraiment l'homme qu'il faut ou pas. On n'achète pas les consciences. Même en les achetant, les gens vont quand même dire c'est l'argent du gouvernement. Même s'il nous l'a donné, on a le droit de dire quelque chose. Il faut que le peuple soit préparé à cela. Nous sommes des hommes et des femmes qui sommes formatés pour les principes. Vous voyez, les principes de droit, la loi, la capacité d'obéir aux injonctions de la loi, que cela soit implicite ou de simple moralité. Parce que c'est une question parfois que même quand la loi n'est pas écrite,
ça n'empêche pas de se comporter moralement. Et pour moi, ou plutôt pour nous qui observons la vie politique du Gabon depuis l'époque, dans le cadre de notre opposition contre les Bongos, nous sommes toujours basés sur les questions de gouvernance. Les artifices là, oh, on a fait un pont par-ci, on a distribué des noms par-là, ce n'est que les artifices, mais ce sont ces artifices-là qui ont ruiné le Gabon sous les Bongos. Pendant 56 ans, nous n'avons eu qu'une gouvernance d'artifices qui a ruiné le Gabon. Parce que les artifices, ce n'est pas la gouvernance. La gouvernance, c'est dans les institutions qu'on la retrouve. C'est dans l'esprit des lois qu'on la retrouve. C'est dans la manière d'opérer et de donner des signaux aux populations que quand on fait un coup d'État pour la restauration des institutions, on a en tête une vision institutionnelle de la gouvernance. Parce que pour moi, ces choses vont ensemble. Parce que dans un pays bien gouverné et qui a des institutions valables, on n'opère pas par artifice. En réalité, la gouvernance institutionnalisée est celle qui commanditera même le développement du pays dans tous les niveaux, les routes et tout cela, parce que ça se fera de manière rationnelle et non pas comme une navigation à vue. On va dans ce coin du Gabon, on vend un rêve, mais qui ne fait pas partie d'une discussion rationnelle, formatée par le débat institutionnel. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des dérives. Parce que ça devient les décisions d'un seul homme. Or, un seul homme ne saurait diriger valablement un pays. La question des institutions, elle reste fondamentale. Il n'y a rien. Et moi, Daniel Menga, en tant qu'intellectuel d'abord, qui ai travaillé sur ces sujets pendant plus de 2 décennies, qui viendrait me convaincre que je vais aduler quelqu'un parce qu'il aura fait des artifices, distribuer des cuisses de dindon aux Gabonais? Ça, ce n'est pas la gouvernance. Par contre, j'adulerai la personne qui se ferait championne de la gouvernance institutionnelle, basée sur les institutions, surtout dans un sens démocratique. Parce que, voyez-vous, la bonne volonté, la question de moralité politique, elle commence par des petites choses. Hein, les bons signes commencent toujours par les petites choses. Et le constat est que si on n'est pas déjà capable d'observer la loi, de respecter la loi, au niveau des petites choses, imaginez demain quand ce sera des grandes choses. Le bon exemple se donne, même quand il n'y aurait pas des lois qui existeraient, même si on est dans une gouvernance d'exception, mais les signaux qu'on donne nous indiquent si on sera demain capable de respecter la loi ou pas. C'est aussi simple que ça. Mais dès qu'on commence à se comporter en roi, à croire qu'on est un roi, et là, c'est le dérapage. Donc, moi, je dis que il n'y a techniquement aucune logique ici à dire que pendant la transition, on va être dictateur parce que, et puis, tout d'un coup, on deviendra démocrate lors du dialogue national ou une fois que la nouvelle constitution sera votée. Non, c'est à vous de donner l'exemple, l'impulsion, par le comportement maintenant qu'on n'a pas encore de constitution, pour montrer aux gens que non seulement vous avez une vision démocratisante du pays, mais vous avez aussi en vous l'instinct républicain qui dit que même quand rien ne m'y oblige, je vais quand même me comporter de manière morale. Ça, c'est la clé de la gouvernance. La moralité politique. Ça ne s'improvise pas. C'est soit vous êtes politiquement moral, soit vous ne l'êtes pas. Le caractère d'un homme ne se reformate pas comme ça. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire que le Gabon est réellement en danger. Parce que la tendance autoritaire qu'on voit là, c'est une dérive autoritaire. Il n'y a pas d'autre mot pour cela. Alors, et je vais essayer ici, parce que je vais partager avec vous un petit passage donc, de ce que nous, on avait fait, on a soumis lors du dialogue national. Et vous allez un peu comprendre certains des paramètres qui peuvent motiver des gens comme nous quand on parle d'institutions,
et de droit, du respect des lois. Hein, monsieur, on va. Je vais essayer de voir si je peux partager juste un petit de notre soumission qu'on a soumise pour le dialogue national. On avait analysé certains paramètres, surtout, par exemple, dans la Constitution actuelle. Nous avons, par exemple, ici, un passage, et je suis en train de le chercher là rapidement, pour vous dire un peu ce que nous, on avait considéré comme important pour les questions de confiance, c'est-à-dire qu'est-ce que les gouvernants actuels peuvent faire pour établir ce climat de confiance qui voudrait que les Gabonais se disent, ceux qui ont fait le coup d'État pour les institutions devraient être capables, quelque part, de montrer l'exemple. Et des gens comme nous, on se serait tu parce que, monsieur Onva et moi, on n'est pas, on va dire, anti-Oligui, comme les gens le croient. On est anti-dictature. C'est tout ce que ça veut dire. Si Oligui devient dictateur, on sera contre Oligui. Si le CETRI se fait un mouvement de dictature, on sera contre le CETRI. Mais nous avons vu que, dans la plupart des cas, les dérives arrivent quand quelqu'un ou un dirigeant, un président, ou même une figure d'autorité au Gabon se retrouve avec des pouvoirs qu'il n'arrive pas à contrôler et qu'il n'arrive pas à soumettre au dictat de la loi. C'est-à-dire, simplement se dire que, écoutez, si la loi existe au Gabon, c'est pour qu'elle puisse réguler les comportements, y compris les comportements de ceux qui nous dirigent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Or, au Gabon, on est en train d'institutionnaliser certaines formes de comportement. Et ici, je vais isoler juste un paragraphe que je vais partager avec vous, que nous, on avait trouvé utile d'introduire pour dire, écoutez, si on va refaire le préambule de notre Constitution, il faut tenir compte de ça. Et ça, c'est important parce que c'est un peu ce qu'on voit actuellement au Gabon aujourd'hui. Donc, monsieur, on va rapidement, je partage ce petit passage pour que nos amis puissent voir un peu ce que nous, on avait écrit brièvement. Alors, voilà un petit passage de notre proposition soumise au dialogue national, que nous avions proposé, en fait, du moins suggéré, que dans tout ce qui se prépare au Gabon actuellement, et qui fait parfois de nos gouvernants des hommes avec des instincts de roi, c'est-à-dire qui se croient tout permis. Une chose qui est excessivement fondamentale pour notre pays, en termes de pouvoir, c'est en fait d'éliminer déjà les tendances aux pouvoirs arbitraires de ceux qui nous dirigent. Et vous voyez, il y a un paragraphe qu'on a mis ici qui dit que la capacité des hommes, des politiques, gouvernants, hommes et femmes de pouvoir, n'est-ce pas, qu'il faut en fait que cette capacité de simplement ordonner aux forces de l'ordre d'arrêter quelqu'un sans autre forme de procès soit abolie et réprimée. C'est important. Nous disons, et dans nos propositions, qu'il serait obligatoire et urgent que la capacité des politiques, des gouvernants, hommes et femmes de pouvoir, quels qu'ils soient, du président de la République au simple député, que cette capacité de simplement ordonner aux forces de l'ordre d'arrêter quelqu'un sans autre forme de procès soit abolie et réprimée. Pourquoi? Parce qu'on voit de ces comportements parfois. Imaginez dans un village quelque part un député qui a 1000 femmes. Une des femmes fait adultère avec un jeune, voilà, parce que voilà, bon. Et le député prend vent de ça. Qu'est-ce que le député fait? Il dit aux gendarmes, arrêtez-moi ce gars-là et mettez-le en prison. Vous voyez, ça c'est une forme d'arbitraire qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens. Parce que la femme couche avec un homme, ça relève de votre popote familiale. Elle est infidèle, ça relève de votre popote familiale. Mais l'homme avec qui elle a couché n'a commis aucun crime. Si vous le mettez en prison par arbitraire, parce que vous êtes député, homme de pouvoir, vous avez commis un crime contre le pays. C'est vous qui devriez être arrêté et mis en prison. Parce que vous avez enfreint la loi. Vous avez mis quelqu'un en prison qui n'a commis aucun crime. Et donc, quand vous voyez
notre recommandation. On dit que la Constitution doit explicitement enlever ce droit aux hommes et femmes politiques, qu'ils soient président de la République, ministre ou autre. Toute arrestation doit suivre le cours normal de la loi et passer par le constat d'un délit ou crime donnant lieu à arrestation. Quand ce crime n'existe pas, vous ne mettez pas quelqu'un en prison, qu'un président se lève un beau matin et puis il dit arrêtez-moi celui-là. Un ministre se lève un beau matin dans son coin, arrêtez-moi celui-là. Ça. Oui, c'est là que commencent les arbitraires. Et nous le disons pourquoi? Parce que le général Oligui a fait justement cela. Et monsieur, on va pouvoir amplifier ça tout à l'heure. Que quand un président, dans un contexte de crise sociale, de situation économique, où des hommes, on a vu, des gens de la SEG se disent, on va faire grève. Mais le droit de grève, il est inscrit dans la loi. Quand quelqu'un dit, je m'arrête de travailler pour protester, ce n'est pas un crime. Comment est-il possible qu'un président, enfin, pas de la République, mais un président, un chef d'État, dans ce cas, on va dire, puisse se lever un beau matin pour menacer des citoyens, pour dire, si vous grevez, on vous met tous en prison et on arrête des pères de famille qu'on va humilier en leur mettant des corveaux, ainsi de suite. Mais dans quel pays est-ce qu'on voit des choses comme ça? Qui vous a fait roi? C'est la question que je pose. Est-ce que être président, c'est être roi? C'est une question fondamentale. Dans quel Gabon allons-nous vivre? Dans lequel on ne va pas pouvoir s'exprimer, faire la grève? Mais on va où? Un régime militaire ne veut pas dire hors la loi non plus. Un régime militaire ne doit pas vouloir dire on fait ce qu'on veut. Il y a quand même encore des règles d'éthique, de moralité, mais aussi de droit qui existent. Vous n'avez pas supprimé le code pénal gabonais ou le code civil, ou j'en sais rien. Mais vous voyez, cette tendance, moi, ça m'inquiète. Parce que vous voyez, et je vois beaucoup de Gabonais là-haut, ouais, il a le droit, vaut mieux même faire comme ça. Mais vous savez de quoi vous parlez? Parce que ça sonne toujours bien aux oreilles quand c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez, les militaires tuent quelqu'un la nuit, c'est l'enfant de l'autre, pour vous, c'est éloigné. Parce que c'est pas le vôtre. Vous dites, mais qu'est-ce que ce petit-là faisait la nuit? Mais vous ne vous posez même pas les questions bêtes et simples qui disent, mais est-ce qu'un militaire a le droit de bastonner quelqu'un parce qu'il a violé le couvre-feu? Si la violation de couvre-feu est inscrite dans la loi, mais la loi s'applique pas par la torture physique, mais par l'arrestation. On vous amène au commissariat, le procureur de la République prend le cas et on résout ça en termes de criminalité. Vous avez enfreint la loi. C'est comme ça qu'un pays, un état de droit opère, même sous un régime militaire. Mais quand on commence à énumérer des morts, aujourd'hui nous en sommes quoi? Seulement 3 mois? Déjà 3 morts. Au moins. Ça, c'est ce qu'on a vu, parce que là encore, ce n'est ce qu'on a vu. Mais on voit aussi que les militaires ont parfois tendance à cacher les corps. Et vous êtes là à dire, oh, mais c'est bien, ces gars-là ne devaient pas. Mais non, mes chers amis, il y a des gens qui vivent de l'économie de nuit. Ils peuvent aller essayer de faire quelque chose, parce que quand on ferme la nuit, là, c'est tout un pan de l'économie nationale qui meurt. Il y a des gens, il y a une économie de la nuit. On devrait comprendre que le couvre-feu tue la capacité de pas mal de Gabonais à survivre. Les mamans qui vendaient les poissons dans la rue la nuit là. Et leur économie est morte. Les gens sortent le samedi soir. Il y a une économie de la nuit, les bars et ainsi de suite. Les gens qui vendent au bord de la route, qui n'ont rien d'autre pour vivre. Mais c'est eux qu'on tue économiquement là. C'est comme si vous disiez, bon, on va avoir une économie qui va tourner aux 3/4 parce que vous avez supprimé 1/4 qui rapportait quand même quand l'État va là pour prendre, monsieur, on appelle ça quoi, les trucs là qu'on fait payer aux mamans là quotidiennement là. Les quittances. C'est ça, quittance, c'est ça? Mm-hmm. Voilà. Mais ça rentre dans les caisses de la ville, de l'État. Vous leur faites payer quelque chose pour ce droit-là. Mais quand ça rentre dans les caisses de l'État, ça alimente quoi? La sécurité sociale, enfin la CNAMGS et pas mal d'autres services de l'État. Mais c'est toute une économie qui disparaît la nuit là, à cause du couvre-feu, et un couvre-feu qui n'a en fait aucune raison d'être, parce que voyez-vous, si on avait encore eu, bon, guerre civile, tir, machin, mais lui-même dit c'était dans la paix. Mais la paix veut dire qu'en réalité, les institutions et tout est resté calme et conforme, et donc tout tournait. Il n'y avait donc pas de raison de maintenir un couvre-feu trop long, parce que ça tue l'économie. Je peux comprendre que, oui, ils ont peut-être peur d'un contre-coup d'État, je veux bien.
Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit interdire l'économie de nuit. Vous pouvez mettre des barrages routiers pour vérifier des trucs, machin, mais laissez l'économie de nuit se passer. Il y a des mamans qui mettent leurs enfants à l'école avec ce marché de nuit, mon Dieu. Est-ce qu'on le comprend? Cette économie de nuit là, où à 1h du matin, une maman est au bord de la route, elle vend son poisson. Cette économie, elle est en train de mourir. Le taximan qui roule la nuit, il meurt de faim à la maison parce qu'il ne peut plus pratiquer l'économie de nuit. La station essence qui se nourrissait de l'essence que les voitures qui circulent la nuit consomment, cette station-là, elle ne gagne plus autant d'argent qu'avant parce qu'une bonne partie de sa recette est coupée à cause de cette économie de nuit qui disparaît. Tout est lié. Mais vous n'allez pas nourrir tous les Gabonais au biberon. Il y en a qui subvenaient à leurs besoins par leur travail dur. Et donc, dans tout ça, quand maintenant on dit, un chef d'État se lève un beau matin pour dire, si vous grèvez, Kovo, on vous met en prison, et les Gabonais sont, j'aimerais bien voir, parce que vous voyez, quand c'est quelqu'un d'autre, vous êtes content, j'aimerais bien voir que ça arrive à votre famille. Si vous pensez ça, j'aimerais bien voir un de vos enfants mourir, et vous allez dire, non, le général et les militaires avaient le droit de le tuer, parce que c'est le couvre-feu. J'aimerais voir ça. Quand c'est quelqu'un d'autre, vous êtes content. Quand c'est quelqu'un d'autre, vous adulez le général, que les militaires. Mais non! À un moment, il faut dire non, vous n'êtes pas tout permis parce que vous avez fait le coup d'État. Le coup d'État ne veut pas dire un blanc-seing pour remplacer une dictature par une autre. On doit le refuser. Donc, voyez-vous, ce paragraphe-là qui est dans notre proposition, il est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui est au fondement même de la gouvernance. C'est-à-dire un président qui sait que j'ai des limites constitutionnelles dans ce que je peux faire. Que quand il y a un conflit social, il ne m'appartient pas de venir pour dire je vous arrête parce que vous avez, en réalité, simplement appliqué votre droit à la grève. Il doit se mettre au-dessus de la mêlée pour dire écoutez, bon, il y a une grève, essayez de voir ça avec le ministre et tout. Si ça ne marche pas, venez, on peut négocier. Parce que vous devez, en réalité, en tant que chef d'État, être ouvert à la négociation, pas imposer manu militari des choses qui n'ont aucun sens. Si la loi dit que les gens ont droit au 13e mois, expliquez-leur pourquoi vous ne leur donnez pas. Est-ce que le pays est en crise financière? Vous pouvez dire, bon, écoutez les gars, on n'a pas l'argent, mais on met ça en réserve pour vous le payer dans 3 mois, ou j'en sais rien. On négocie comme ça. Et c'est comme ça qu'on désactive les grèves, parce que les partenaires sociaux, politiciens, agents économiques, les gens s'assoivent toujours sur une table de négociation pour négocier ces crises-là. Mais c'est quel Gabon qu'on veut nous créer? Où? Parce qu'on est président. Donc c'est ça qu'on va mettre dans la Constitution demain alors. Monsieur, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que ce comportement-là, c'est celui-là qu'on va mettre dans la Constitution que les nommés du Parlement actuel vont nous valider, qui dit que, ah non, dans le Gabon d'Oligui, il est de droit absolu que le président se lève un beau matin pour dire, toi tu m'énerves, je te mets en prison. Sans autre forme de procès. C'est pourtant ça que nous essayons de juguler par le dialogue national. C'est pour ça que nous parlons de coup d'État aujourd'hui, parce que je ne vois pas l'utilité du coup d'État si en réalité, tout ce que nous avons comme résultat, c'est le fait que le nouveau nous dise aussi, ben moi je fais comme l'ancien, et pire, parce que moi je suis militaire, je peux même vous arrêter directement. Ça, je crois que ça doit, à un moment, nous frapper, mes chers compatriotes. Et ça doit nous frapper, ça. Et on voit des gens qui essaient de justifier, hein, monsieur, on va cette affaire, les gens, voilà, on était là, les militaires, machin. Mais non, ça c'est des conneries, sincèrement. C'est des conneries de la pire espèce. Dire qu'on va justifier les arbitraires parce que quelqu'un a fait un coup d'État, on lui donne tous les droits. Les droits des dictats. Les droits de faire n'importe comment. Juste parce que on a fait un coup d'État. Mais c'est quoi ça? Ça ne devrait pas exister dans le Gabon. Notre Gabon qui a subi 56 ans les conséquences de la dictature. Et nous, on dit non, on veut même plus que ça. Parce que c'est des militaires, on veut même qu'ils aient tous les droits de dictat. Mais alors, pourquoi on a enlevé Ali Bongo si c'est ça qu'on cherchait? On avait déjà la dictature, non? Ce qu'on veut, c'est l'état de droit, la démocratie. Là où le chef d'État a des limites.
C'est ça qu'on cherche. C'est pour ça que le coup d'État a été fait. C'est pour ça que la charte initiale du CETRI parle d'institutions. Sauf si on voulait nous dire restaurer les institutions bongoïstes, j'en sais rien. Mais nous, on veut bien croire qu'il y avait quelque part une sorte de tentative d'idéal dans cette prononciation, dans ce prononcement qui disait que les institutions ont été bafouées sous les bongos et le CETRI veut se charger de défaire cette meurtrissure nationale, quinquagénaire, qui a tué notre pays, sapé la capacité de notre pays à se développer. Parce que justement, les pouvoirs de roi existaient. C'est-à-dire qu'on a la constitution officielle, mais à côté, il y a la constitution informelle par laquelle un chef d'État va fonctionner. Oui, ici, la loi dit il faut un budget, travailler avec l'Assemblée nationale, et on formalise ce budget, mais à côté, le président appelle le ministre des Finances pour dire débloque-moi 1 milliard pour ma femme qui va aller faire son marché à Paris. Ça, c'est ça qu'on appelle l'arbitraire, et c'est ça qu'on veut éviter.